Alors, la première, normale, nous donnons la parole à Myriam Schermer. C'est normal que, qu'une charmante jeune dame doive parler en premier. Alors, Myriam Schermer est une journaliste et commentatrice politique, née à Jérusalem et élevée à Paris. Elle vit aujourd'hui au nord de Tel Aviv avec son mari et leurs 3 enfants. Ancienne rédactrice en chef de l'édition française du Jérusalem Post, elle intervient aujourd'hui sur I24. Elle intervient également sur la radio Cannes et différents médias francophones. Diplômée de cinéma, psychologie, sciences politiques et histoire du judaïsme américain, Myriam a toujours cherché à croiser différentes disciplines dans ses observations. Elle prépare, mesdames et messieurs, un livre sur les impasses de la politique israélienne qui ont conduit au 7 octobre, dont la sortie est prévue pour le mois de janvier prochain. Myriam, je crois que j'ai assez parlé. C'est à vous de parler maintenant. Merci. Alors, tout d'abord, merci de me recevoir. C'est une première fois. Je suis très, très honorée. Vous m'entendez? Ouais? Non? Et là, vous m'entendez mieux? Comme ça? Hop là. Ok. Le premier pas mal, mais j'ai l'impression de retrouver mes grands-parents. Et ça m'émeut. Effectivement. Alors, quand on nous a parlé de ce thème, de qu'est-ce qu'on fait de cette histoire qui semble revenir, en fait, finalement, c'est pas pour rien que je parle de mes grands-parents, c'est-à-dire que moi, mes grands-parents, ils sont israéliens, d'ailleurs. Je parle français, j'ai l'air française comme ça, mais je suis née en Israël de parents israéliens, d'accord? J'ai juste grandi en France, un peu par erreur. Et mes grands-parents maternels, c'est qui ont fui l'Allemagne. Donc c'est vrai que moi, j'ai grandi sur leurs genoux dans un sentiment qu'on me parlait d'une époque très lointaine qui ne reviendrait jamais. Je pense comme beaucoup de gens. Je vais faire comme ça, je préfère. Hop, pardon. Ok, il faut juste attention que là, c'est bien? Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Ok, donc c'est vrai que, bon, on s'interroge face à ce... J'ai énormément pensé à ma grand-mère tous ces derniers mois et peut-être mon grand regret, c'est de ne pas pouvoir lui parler de ce que je ressens maintenant parce que j'ai tout le temps envie de lui demander, mais comment t'as fait? Et une des choses qui me réconforte le plus, d'ailleurs, c'est toujours de me dire, Safta, elle a vécu bien pire. Elle a vécu bien pire, elle avait 16 ans et elle est venue ici et ils ont tout construit alors qu'ils avaient énormément perdu, beaucoup plus que nous aujourd'hui. Et donc, quelque part, le fait de se sentir héritier de cette histoire-là, moi, ça me maintient droite, on va dire comme ça. Et c'est vrai que je me dis, si la période sombre qu'ont vécu mes grands-parents est amenée à revenir, au moins on peut se dire que l'histoire n'est pas exactement toujours la même, ne se répète pas, peut-être qu'elle rime un petit peu, mais qu'on peut aussi apprécier ce qu'on fait de mieux. Ce qui est plus... on a Israël et puis on a les communautés de diaspora qui se battent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sentiment peut-être d'impuissance totale en tout cas. Et pour moi, c'est une... J'ai tendance à penser, de façon spirituelle et non historique et non académique, que l'antisémitisme vient interroger les juifs à chaque fois de façon extrêmement violente, parce que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi on a toujours l'art et la manière de se fourrer dans ce genre de situation en tant que peuple, mais de nous interroger de manière extrêmement violente sur les grands débats d'une époque, d'accord? Et si les nazis sont venus demander aux juifs qu'est-ce qu'ils faisaient là en tant que peuple
encore apatrides, encore sortis de l'histoire, et qu'est-ce que c'était que ce rôle-là qu'on pouvait encore jouer au milieu du XXe siècle? C'était une espèce de folie furieuse comme ça de la croyance en l'homme, surpuissant. Et du coup, le juif de diaspora, qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait, dans cette époque de l'histoire? Et quand on regarde l'histoire du sionisme des pères fondateurs, c'est un peu ça, c'est qu'ils se sont rebellés contre l'histoire juive. Ils se sont rebellés contre l'histoire, ils se sont rebellés contre leur place en diaspora, ils se sont rebellés contre le fait de se sentir asservir parfois par la halakha, par le code de la loi juive, et donc de dire on change tout, on rentre dans l'histoire, on renoue avec notre histoire biblique, on devient un peuple productif, puisque c'était la grande mode de l'époque. Je ne sais pas ce qui grésille. C'est moi. Vous avez un téléphone sur vous? C'est bien comme ça? Donc il n'y aura qu'un seul micro maintenant. Ok. On m'entend toujours? Ok. Donc voilà, de se dire d'une certaine manière, l'époque, les circonstances n'ont fait que peut-être accentuer à l'extrême et de rendre absolument horrifique, mais une question que les Juifs se posaient eux-mêmes, c'est-à-dire quel est notre rôle aujourd'hui et comment on sort de ces 2000 ans de diaspora et on devient ce peuple qui renoue avec sa terre, avec la souveraineté, avec voilà, toutes les questions que se sont posées la génération qui a créé l'État d'Israël. Donc cette espèce c'est Micha Goodman qui en parle bien de ça, de la révolte intérieure, en fait. C'est à la fois une révolte contre le goy, contre la condition juive en diaspora, mais c'est la révolte interne aussi, en disant on arrête d'attendre la rédemption religieuse, on fait avec nos mains, et cette idée que cette révolte, elle a eu des résultats extraordinaires, hein. Quand on voit ce qu'ils ont fait, ils ont refait vivre l'hébreu, ils ont assiégé les marécages ici alors que personne n'en voulait, de ce bout de terre-là, la malaria, etc. Enfin, ils ont créé un État à partir de rien du tout, avec cette grande idée comme ça. Donc, quand je regarde ça, je pense beaucoup à la génération de ma grand-mère qui a participé à ça, même si elle était pas... elle a vécu dans les années 40-50, mais le kibbutz, ils l'ont construit avec leurs mains, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en allant nager dans la piscine, et la piscine, on savait que c'était mamie qui l'avait construite, avec ses copines. Donc, il y avait vraiment quelque chose comme ça d'immédiat. Et donc je me dis, ok, alors ça c'était il y a 80 ans maintenant, les grandes puissances ont fêté les 80 ans du débarquement en Normandie. C'est incroyable, hein, on les a vus venir se féliciter du fait qu'ils ont lutté contre la tyrannie sans comprendre que nous on est exactement dans la même situation aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous demande, ces circonstances historiques? Et pourquoi le monde est comme ça en train de se retourner contre les Juifs, et quelle signification philosophique ou spirituelle, notre génération peut y accorder. Et je pense, moi, que c'est la grande question de l'époque aujourd'hui, notamment en Occident, c'est la question indigène, la question pourquoi aujourd'hui tout ce que fait le Hamas est toléré par les élites occidentales et tout ce que fait Israël est critiqué. Parce qu'il y a un narratif qui s'est imposé, qui est que ce sont eux, les bruns de peau, qui étaient là avant, c'était les bruns, c'est les bons sauvages, si vous voulez, c'est la pureté de la culture, et nous, on est venu avec la culture blanche, occidentale, nous, on représente tous les péchés de l'impérialisme occidental, et donc nous, c'est mal, forcément, avant d'avoir ouvert la bouche, c'est mal, et eux, c'est bien. On est d'accord que c'est ça, les jeunes Américains aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est cette idée-là qui porte, c'est que du côté du Palestinien, il y a une vérité comme ça, parce que c'est une vérité indigène, c'est une vérité d'une culture qui existait là, bon, ils ne connaissent pas l'histoire évidemment, mais qui existait là, qui n'a pas été corrompue par l'Occident, et nous, on est des Blancs, d'accord? Donc à partir du moment où si on est des Blancs, donc on colonise, et donc voilà, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, la résistance est justifiée. En fait, tout ça, ça se joue même avant. Vous savez, quand on parle de Hasbara, il faut mieux parler, il faut mieux expliquer, mais avant que le représentant d'Israël ait ouvert la bouche, ça y est, la pièce de théâtre, elle est déjà jouée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se disent c'est eux les représentants d'une espèce de vérité comme ça, bon, ben voilà, c'est terminé. Et je pense que
c'est cette question que nous, on doit se poser. En tant que notre génération se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être juif en 2024 où on n'a pas de frontières, on peut vivre partout, on peut se marier avec qui on veut, on peut travailler partout. C'est-à-dire que les limites qui existaient pour les juifs pendant tant d'années dans l'histoire n'existent plus, ou en tout cas beaucoup moins. On n'est plus dans un ghetto, hein, on est, voilà, et c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, moi je me pose la question de pourquoi les Occidentaux nous voient comme des Occidentaux. Parce que c'est ça, hein, c'est qu'on est censé être le bouc émissaire, on va expier leurs péchés à eux. Nous qui avons été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, traités de sémites et de races inférieures et tout ça, aujourd'hui on est plus blanc que blanc. Pourquoi on représente l'Occident d'un coup? Ok, on peut se dire c'est des antisémites et ils trouveront toujours une raison. Ok, très bien. C'est probablement vrai. Mais au-delà de ça, moi je me pose beaucoup la question de l'Israël de 2024 et certainement l'Israël de 2023, avant qu'il nous arrive l'horreur du 7 octobre. On s'est beaucoup posé cette question en Israël l'année dernière. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est une démocratie libérale, extrêmement libérale? Vous savez, en hébreu, on a l'habitude de dire c'est les Israéliens contre les Juifs. Vous connaissez cette dichotomie qu'on a fait l'année dernière? C'est les valeurs juives contre les valeurs israéliennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette dichotomie? Et qu'est-ce qu'on est en fait ici? Est-ce qu'on est juste le Berlin du Proche-Orient ou le New York du Proche-Orient? Ou est-ce qu'on est autre chose? Et qu'est-ce qu'on est? Et moi, j'aime bien dire, quand je donne des conférences pour Taglit, etc., leur dire, les amis, il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est qu'on est une ethno-démocratie. C'est un truc comme ça qu'en Occident, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est parce que c'est considéré comme un gros mot. Mais le judaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est pas une religion, c'est une ethno-religion. C'est la religion d'un groupe ethnique. C'est ça peut-être que les gens ne comprennent pas quand on nous classe avec les chrétiens, les musulmans. On est un groupe ethnique qui a ses rites. Je veux dire, et je dis ça en tant que quelqu'un qui n'est pas observante, mais c'est quand même très facile pour moi de regarder les faits et de bien me rendre compte que les 3/4 du temps, je parle d'une terre très précise, de plantes très précises qui sont implantées ici, c'est-à-dire que on est comme n'importe quelle tribu du Proche-Orient, finalement, et c'est pas pour rien qu'il y a autant d'ethnocratie dans le Proche-Orient, c'est que on est une ethno-religion, c'est-à-dire un groupe ethnique qui a des traditions en commun. D'accord? Et ça, je pense que c'est la question, en fait, de notre... c'est la question de notre époque, c'est-à-dire que aujourd'hui, un Américain qui rencontre un Juif américain, en fait, il se voit lui-même dans le miroir. Avec une... Bon, et ben moi, je fais ma communion à l'église et toi, tu as fait ta bar mitzvah à la synagogue, mais en fait, c'est tout. Il y a très peu de différence entre eux. C'est-à-dire que les Juifs américains ont tellement réussi leur intégration, d'accord? L'Amérique leur a tout donné pour être des Américains comme les autres, ou presque, et pour être... voilà, pour avoir réduit leurs différences à un espèce d'ensemble de choses comme ça, religieuses. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les Juifs américains de gauche, ils ont beaucoup de mal quand ils récitent les prières, tous les mots Jérusalem. Parce que ça cloche, parce que ça va pas, parce que si on est une religion universelle, on peut être une religion universelle partout. Et j'aime bien dire dans nos conférences que c'est pas pour dire, mais ça commence un peu chez nous, ça commence chez les Juifs français, cette histoire-là. C'est Napoléon, c'est Clermont du Tonnerre qui nous a mis dans ce pétrin-là en nous disant on vous donne tout en tant que citoyen. Donnez tout en tant qu'individu et rien en tant que peuple. C'est Napoléon, ça. Et c'est la grande avancée, la grande histoire des Juifs de France, c'est d'avoir été français de façon pleine et entière. C'est pas pour rien que la prière pour la France existe. C'est que c'était une grande époque pour nous. Mais ce que ça a fait, c'est que il y a 200 ans maintenant, ça a commencé à semer l'idée qu'en fait, les Juifs n'étaient plus un peuple. D'accord? Qu'on est des Français de confession juive. On est des Américains de confession juive. D'accord? Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez à faire au Proche-Orient, les amis? Si vous êtes Américain, et qu'au pire du pire, je retrouve un ancêtre chez vous, il est russe. Ok, vous mangez des cornichons comme vos ancêtres polonais, voire russes. Et ça s'arrête là.
qu'est-ce que vous allez faire là? Vous colonisez cette terre, vous n'avez rien à voir avec cette région, vous voyez? Maintenant, des fois, moi j'ai envie de leur dire, ben, c'est un peu de notre faute, hein. C'est-à-dire qu'on a clairement cherché à leur donner cette impression-là, qu'on était... vous avez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que vous avez fait des études de cinéma. Je vais vous faire une petite référence cinématographique. Bon, d'accord, c'est générationnel, mais Friends, ok? Friends, Ross et Rachel, c'est la grande sitcom des années 90 sur laquelle toute ma génération a grandi. La série la plus vue au monde, d'accord? Friends, c'est la série la plus vue au monde. Créée par des juifs, d'accord? Jouée par un cast en grande partie juif. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Ross et Rachel, donc le Roméo et Juliette, si vous voulez, de la fin du XXe siècle, ils sont juifs. C'est un couple juif. Mais on ne le sait pas, ça. Parce que c'est toute l'histoire des juifs américains. C'est-à-dire que on réussit, on est à Hollywood, on fait des séries qui parlent de nous, mais on ne peut pas faire des héros qui sont totalement juifs, parce que sinon on va perdre les Américains. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien qu'on soit quand même blanc. Donc en fait, on sait un petit peu que Ross, il est juif quand même. On voit une petite Hanoukia de temps en temps derrière. Mais Rachel, elle est juive. Mais personne ne le dira jamais à voix haute dans la série. Parce qu'on ne peut pas avoir la star de la grande série qui est juive. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est toute l'histoire des juifs américains. C'est-à-dire à la fois les plus intégrés, mais à la fois dans une situation où ils se cachent. Où ils cherchent à être des blancs, des Américains comme les autres, pour être acceptés, pour être des Américains comme les autres. D'accord? Moi, je trouve que maintenant que je vous ai donné ce morceau d'information-là, vous regarderez sur Netflix et vous verrez qu'en fait, il y a plein de références au fait que Rachel, elle est juive, mais c'est du... D'accord? C'est du refoulé comme ça. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, en fait, finalement, après 100 ans de très grande histoire juive américaine, après 200 ans de grande époque pour les juifs français, je mets entre parenthèses les années 40, d'accord? Aujourd'hui, le monde se retourne vers nous et dit « Non mais ok, alors vous décidez, soit vous êtes des citoyens comme tout le monde, avec vaguement une religion à vous, mais ça vous regarde, soit vous êtes un peuple indigène, d'accord? Indigène au sens moderne hein, qu'on donne à ce terme, avec des racines au Proche-Orient, d'accord? Et dans ce cas-là, on en parle. Et je pense, moi, que toute cette énorme vague-là de déferlement absolument terrible qu'on vit depuis le 7 octobre, on peut le voir, si on veut être optimiste, comme une espèce de point d'interrogation énorme, où le monde nous dit, mais décidez-vous, vous êtes quoi? Décidez-vous. Vous êtes des Blancs qui vivent au Proche-Orient parce qu'il y a eu la Shoah, ou vous êtes un peuple qui est rentré chez lui, et dans ce cas-là, prouvez-moi cette histoire-là. D'accord? Et ça veut dire des choses pour nous, ça veut dire des choses pour les communautés de diaspora. Et je terminerai juste, parce qu'il me semble que j'ai passé mon temps, sur, par exemple, on a tellement eu une cacophonie politique ces 5 dernières années en Israël qu'on s'en est à peine aperçu, mais on a eu notre premier ministre observant, Naftali Bennett, d'accord, premier ministre religieux avec une kippa sur la tête, ce qui est une première en Israël. Et si on avait été un peu moins pris avec nos histoires pour ou contre Bibi, on s'en serait peut-être un peu plus rendu compte, parce que c'est important dans l'histoire israélienne. Et pourquoi c'est important? Moi, j'ai des souvenirs je ne sais pas si vous vous souvenez, il venait d'être élu et il est allé à l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, donc ça devait être septembre 21. Non seulement il y va avec la kippa, mais en plus il parle et le temps qu'il parle, Shabbat rentre. D'accord? Il parle. Comment il rentre à son hôtel? À pied. 30 blocs, la moitié de Manhattan, d'accord? Je ne sais pas si vous imaginez le cauchemar que ça représente pour la police américaine, qui avait probablement envie de les égorger, ces Israéliens, c'est fou là. Le Premier ministre qui marche comme ça, là, avec son entourage, dans les rues de New York. Et les gens qui regardent et qui ne comprennent pas, parce que New York, c'est une ville où il y a beaucoup de dignitaires qui se baladent en voiture en permanence. Mais il marche, d'accord? Et le symbole que ça représente, moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me disais, c'est la première fois qu'on va aux États-Unis et qu'on n'essaye pas de dire aux Américains on est des Occidentaux comme les autres. On y va en disant on a des traditions de façon très ouverte qui ne sont pas les vôtres. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que une des questions que je me suis posée pendant les accords d'Abraham, c'est mais c'est la honte, les amis, c'est la honte. Nos amis des Émirats, ils sont superbes, les cheikhs et tout ça, ils arrivent, ils rentrent dans une pièce, déjà tout le monde est absolument mesmérisé comme ça et on voit des années d'histoire, et à côté on a nous
le représentant israélien en train de suer comme ça avec son costume à l'occidental qui correspond absolument pas aux 40 degrés qu'on a dans la région. Et je me disais toujours, mais on est en train de parler des accords d'Abraham. Abraham, on est d'accord qu'il ne marchait pas avec son costume en chaussures fermées. Ok. On est en train de nouer des relations avec nos voisins. Nos voisins, on est en train de leur montrer qu'on a des choses en commun avec eux. Et on a tellement de choses en commun avec eux. D'un point de vue de valeur, d'accord, on n'est pas une société 100% occidentale, on le sait bien. Ok. Il suffit de marcher en Israël, là, depuis le 7 octobre, et de comprendre qu'on est une société absolument collective et tribale. On n'est pas comme des simples occidentaux. Mais on a adopté la façon, si vous voulez, des occidentaux. Et moi, une des choses que je me disais, j'ai envie de leur dire que non, qu'en fait, on est des bergers avec des rites. J'ai envie de parler de cette histoire qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas se déguiser simplement en Européens qui se baladent par là. Et tout ça, c'est des symboles, c'est pas la vraie vie. Mais ça parle de quelque chose, ça parle de comment on se perçoit nous, de comment on fait de la politique nous, et quelle image on donne de nous à l'étranger. Et je pense qu'une des grandes leçons de ce 7 octobre, c'est que le monde commence à nous dire parlez-nous en accord d'Abraham. Ok, vous êtes les enfants d'Abraham, ça veut dire quoi? Vous êtes juste des Européens? Moi, je crois pas. Voilà.